Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue au Forum des images, bienvenue dans le Mall. Donc vous avez vu, pour certains d'entre vous, en tout cas depuis mercredi dernier, au Forum des images, on propose ce cycle consacré au Mall. C'est un mot anglais qui n'est pas forcément toujours bien compris. En tout cas, je pense que grâce à ce cycle, on va parler de plus en plus du Mall. Du centre commercial, si on veut le traduire ainsi. Il est pourtant, alors le mot n'est pas forcément connu, mais il est majoritairement vécu par la plupart d'entre vous. Pour venir ici, vous avez traversé le centre commercial, j'ai l'impression. Le mall étant un lieu de passage, un lieu qu'on traverse, un lieu où l'on n'habite pas, sauf quand les maisons manquent, quand les toits disparaissent au-dessus des têtes de celles et ceux qui restent quand les magasins ferment, vous savez, ou que les métros et les trains suspendent leur trajectoire. Donc on se trouve ici au fond d'un trou, voilà, le trou des Halles. Alors il y a eu des films tournés ici, notamment par Ferreri, avant que ce mall n'arrive. Donc le trou des Halles transformé en centre commercial, le hall devient le mall, dont le propriétaire est Westfield. Merci à eux. Le Forum des images se trouve donc au cœur du mall. Et cette salle où je parle est au centre du Forum des images. Nous sommes donc, vous et moi, au cœur du mall. Le cœur du mall Carpentier, pour citer Bruno Dumont et ceux qui ont vu Le Petit Quinquin. Le mall ou le grand magasin, ou en tout cas le supermarché, part souvent d'une expérience personnelle. Vous avez toutes et tous une expérience du mall, une expérience du supermarché, et c'est toujours intéressant de s'y arrêter. Si je parle de mon expérience personnelle, en tout cas, au moment de voir Gremlins 2, donc en salle, j'avais, bon, je dirais pas, j'étais un adolescent, j'étais à Saint-Ouen, en Picardie, profonde, pas Saint-Ouen parisien, le Saint-Ouen de la Picardie. Donc j'ai vu ça au cinéma Le Vox. J'ai eu peut-être la copie qu'on va voir juste après pour certains en 35 mm est une copie qu'on a pu voir à l'époque. Donc et tous les mois, avec mes parents, nous prenions la route pour aller à 30 km de là, au supermarché avec sa galerie. La nuit, quand on s'approchait de la ville d'Amiens, et sa zone industrielle, avec ses lumières, ses entrepôts, ses volutes de fumée sortant des cheminées d'usine, on avait l'impression d'entrer dans Blade Runner, tout simplement. Et je crois, vous avez vu, j'ai un superbe PowerPoint, je suis très fier de ce PowerPoint. Donc j'ai même une télécommande qui me rend encore plus fier. Voilà, on est en plein dans les années 90 et en plein dans Gremlins 2, on va reparler. Donc voilà, le préambule, le continent de la mémoire, et figurez-vous que le supermarché, l'hypermarché que j'ai pu connaître s'appelait Continent, et qui a été remplacé ensuite par Carrefour. Donc le continent remplacé par le Carrefour, il y a déjà toute une poésie qui s'installe dans nos têtes. Aurélien Bélanger, écrivain, qui sera également dans ce programme pour nous parler notamment avec Hervé Aubron de Daroun Farokhi. Aurélien Bélanger s'intéresse beaucoup à ces zones périurbaines. Il les a très bien décrits, il trouve une très belle poésie. Il se décrivait, lui, dans la banlieue parisienne, comme un peuple appartenant à une frontière moderne. Il se comparait à des Indiens dans leurs réserves. Tous ces banlieues, ces villages, ces villes dortoirs qui sont connectés par des ronds-points aux centres commerciaux. Voilà où nous sommes. Voilà, donc c'est un petit préambule. Alors, les choses au lieu des gens. Vous avez vu, c'est le titre. Voilà, prolégomène. Alors j'ai fait exprès de prendre un titre un petit peu philosophique avec le petit contraste quand même. Donc c'est le Brain Gremlins, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez le rencontrer tout à l'heure. Il y a un petit air de ressemblance, je trouve. J'ai travaillé mon apparence. Donc cette formule, les choses au lieu des gens, qui donne son titre donc au cours, s'inspire d'une réplique intervenant à la toute fin du film Gremlins 2. Quand l'ensemble de ce peuple révolté de Gremlins a été décimé dans des scènes d'action, dans la toute fin, digne d'un Die Hard, un piège de cristal revu par Chuck Jones. Donc on va voir un premier extrait donc, qui intervient à la fin du film et où vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. My new head of public relations here will handle all questions. My Daniel, what happened? Where's the camera? I cannot tell you, it was indescribably horrible. We had to stop work altogether. Absolutely, completely. Sir, I'm sorry about the building. I'm not. You're not? For one thing, we're insured for the damages. For another, maybe it wasn't a place for people, anyway. It was a place for things. You make a place for things. Things come. Well, sir, you kept the city safe. That's right. That's a good point. The sacrifice. You know, that could be good in my next book. I should be taking notes. Who's got a pencil? Paper? Huh? Here you go.
Okay. Hey, wait a minute. What's this? It's Kingston Falls. Hey, this is what I've been looking for. You want to buy it? No, I want to build it for my next project over in Jersey. This is terrific. This is what people want now, the traditional community thing. Quiet little towns, back to the earth. Is this your concept? Well, It's our hometown. That's even better. I love that. It's Clamp Corners, where life slows down to a crawl. What do you think? It's terrific. This is what people want now, not talking elevators, just... Bill, you sell me this design and we're gonna build the biggest, most sensational, quiet little town you've ever seen. Of course, for Billy to do an entire town. Now, we can come to a deal, believe me. Are you Mrs. Peltzer? Yes. Well, I'm gonna be. What's that? Oh, this is Gizmo. What? He's a Mogwai. It's funny, I look at him, you know what I see? What's that, sir? Dolls with suction cups staring out car windows. A big float in the Macy's Day Parade. Has anybody ever talked to you about merchandising? Talk to me? Yeah. No. Well, there is definitely something there. Maybe lose that headband, though. He likes the headband. It's flexible, Bill. Excuse me, will you? You know, a lot of buildings wouldn't stand up to this intense use. Alors voilà, donc comme ça vous êtes un petit peu dans l'ambiance du film, on a pu le plaisir de voir Gizmo. Donc si on veut examiner attentivement cette formule, les choses au lieu des gens, on se posera la question de ce qui, dans ce cours, de ce qui donne lieu, de ce qui fait le lieu, de ce qui distingue le territoire de sa carte. Et si les choses remplacent les gens, donc things, c'est bien sûr les gremlins, dans quel lieu vivons-nous à ce moment-là? À quoi donne-t-elle lieu? Les choses en lieu et place des gens, les gens dans un devenir chose. N'est-ce pas la doxa un peu marxienne, marxiste quant au mall? C'est un peu ce que l'on peut dire voilà, de la société de consommation de manière générale et de la manière critique un peu facile que l'on peut avoir sur le mall ou le centre commercial. C'est un fantasme d'une critique sociale un peu facile, et souvent on va dans certains articles fatalement retrouver les formules d'un Jean Baudrillard qui parle de la tendance profonde de la consommation à se dépasser, à se transcender dans la destruction. On va essayer d'aller dans d'autres territoires là pour ce cours, et ce qui va m'intéresser après cette introduction, c'est donc ce qui va m'intéresser dans le rapprochement de ces deux films, c'est la définition de ce qu'est un mall film. Je vais l'appeler comme ça, hein, avec cet anglicisme. Ce qui va nous intéresser, c'est l'expérience du mall qu'ils transcrivent, ces deux films, leur vision politique, la vision politique de ces temples de la consommation dans lesquels nous sommes, et leur éloge subversif de ces non-lieux. Par ailleurs, rappelons que ces deux films sont des films, on va dire, commerciaux, des films mainstream, deux films qui, en tant que produits, sont eux-mêmes des centres commerciaux, avec produits dérivés, merchandising, hein, on vient d'en parler là, et c'est pas un hasard. Ces films, dans l'industrie hollywoodienne, parce que Joe Dante, on verra, est un réalisateur qui est dans l'industrie, on le cite souvent comme quelqu'un d'un peu à part, mais il est dans l'industrie hollywoodienne. Donc ces films ne sont que des éléments d'un commerce plus large, ces films ne sont que des films publicitaires, on pourrait dire, on va en reparler. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont deux films qui ont la même trajectoire, qui vont du petit au grand, de l'épicerie au mall, du magasin que l'on voit dans Gremlins, et on le reverra tout à l'heure, toute la fin du premier opus se termine dans un department store, dans un magasin, donc plus petit, et là on vient tout de suite, on le gonfle en mall. Pareil pour Kevin Smith, qui part d'une épicerie dans son premier film pour arriver au mall dans son second film ici. Donc on passe du film indépendant au blockbuster. Ce sont deux films bodybuildés par l'argent, deux films mall, après des films un peu plus épicerie. Donc comment Joe Dante et Kevin Smith approchent-ils le mall film? Quelle mise en scène en proposent-ils? Quel discours produit leur point de vue sur le mall? C'est ce que l'on va voir. Donc, si ça marche, voilà, tentative de définition du mall film. Alors là, ce que vous voyez, c'est simplement une image c'était simplement pour faire un petit clin d'œil à quelque chose de plus contemporain. C'est une image qui vient de Stranger Things saison 3, qui par son hommage aux années 80, revient fatalement dans le mall et dans le mal, pour ceux qui ont vu la série. Donc, trois petites définitions très simples de ce qu'est un mall film, pour comme ça on puisse profiter aussi de toute cette sélection. De manière générale, on peut le définir comme un film
tout simplement, qui prend pour décor le mall, c'est-à-dire le centre commercial. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, il s'agit de films qui prennent la forme du mall et en saisissent l'expérience, soit pour la dénoncer, soit pour la célébrer. Et enfin, en troisième lieu, on peut dire que les mall films mettent en scène des personnages du mall, ceux qui habitent le mall. Il ne faut pas oublier que ces films sont vus dans des malls et que l'histoire du mall film croise très souvent l'histoire du teen movie. Voilà. Mais on va en reparler également. Alors, Joe Dante et Kevin Smith, pour parler un petit peu, pour les resituer un petit peu, en tout cas au moment où ils vont réaliser ces deux films. Joe Dante et Kevin Smith font partie de la même famille de cinéastes, non pas des auteurs majeurs qui prendraient la pause, mais des réalisateurs plus iconoclastes qui ont forgé, chacun à sa manière, l'imaginaire populaire, la mythologie populaire. Les deux sont nés et ont grandi dans le New Jersey, ça va avoir son importance. Dante à Morristown en 1946 et Kevin Smith à Red Bank en 1970. Donc une génération les sépare, ce qui fait que de fait leur système de référence aussi n'est pas du tout le même, mais bien des choses peuvent les réunir dans ce rapprochement, à commencer par l'humour, l'ironie et une vue oblique des choses. Une vue oblique des choses, c'est pour reprendre le nom de la société de production de Kevin Smith, View Askew, vue oblique. Les deux sont arrivés avec le statut de cinéaste indépendant. L'école Roger Corman avec New World Pictures, je vais en reparler pour Dante, et l'écurie Sundance et Miramax pour Smith. Donc, quelle est leur situation respective au moment de la sortie de ces deux films? Gremlins 2 est préparé pendant le tournage de The Burbs, les banlieusards, et il sort en 1990. C'est donc la suite, longtemps refusée par Joe Dante, après le succès mondial de Gremlins en 1984. Donc, évidemment, le studio voulait absolument faire une suite, car le succès n'était pas forcément prévu. Gremlins en 1984 était écrit par Chris Columbus, que l'on connaîtra ensuite en tant que réalisateur et que scénariste, notamment pour Maman, j'ai raté l'avion, et produit par Steven Spielberg. Évidemment, ça, c'est la grande bascule dans la carrière de Joe Dante. Sa carrière se divise en plusieurs périodes. On s'intéressera qu'aux deux premières. Les deux premières, précisément, étant incarnées par deux hommes, par deux producteurs, donc Roger Corman. Vous savez que la New World Pictures fait débuter beaucoup de cinéastes avec des très petits budgets. Des cinéastes comme Scorsese, Jonathan Demme, Ron Howard ou James Cameron ont commencé avec Roger Corman, souvent pour des films de série B destinés au drive-in. Et l'autre période est sous l'égide plus de Steven Spielberg. Donc il y a un devenir Gremlin plus avec Roger Corman et un devenir Gizmo, plus gentil peut-être avec Spielberg. Donc Joe Dante et son cinéma, c'est un peu la synthèse de ces deux cinéastes. Un enfant illégitime, nourri de films de science-fiction des années 50, des délires de Chuck Jones, donc le père et l'animateur, par exemple, de Bugs Bunny ou de Bibi et le Coyote, ou de Frank Tashlin, qui a réalisé beaucoup de films, notamment La Blonde Explosive, ou des films avec le duo Dean Martin, Jerry Lewis. Donc il est l'enfant aussi de la contre-culture façon Mad, Mad étant une revue plus que célèbre aux États-Unis, dont on la reconnaît à ce petit personnage qui revient sur toutes les couvertures depuis la naissance, je crois, dans les années 50 de cette revue, qui existe encore, si je ne dis pas de bêtises. Là, je vous ai simplement mis la couverture au moment de la sortie de Gremlins 2. Donc, on a donc deux périodes. La période qu'on pourrait dire Corman, donc jusqu'en 1984. Je vous ai mis quelques films là, donc des films, je vous dis, un peu plus, on va dire, de genre drive-in pour Hollywood Boulevard. Piranhas, qui est le premier film où on reconnaît la patte de Joe Dante. On le présente un peu trop souvent comme une réponse. Alors on met trop souvent en miroir la carrière de Joe Dante et de Spielberg pour donc ça serait sa réponse aux Dents de la Mer, à Jaws avec des plus petits poissons. Et l'un de ses plus beaux films et de ses plus grands succès, The Howling, Hurlement en français, donc son film de loup-garou, qui en fait vraiment le cousin d'un autre de ces cinéastes iconoclastes, John Landis, qui à la même époque réalise Le Loup-garou de Londres. Ils sont amis dans la vie et ont vraiment la même carrière un petit peu stoppée par les années 90-2000. On n'a pas vu de film intéressant ou de film bien produit de John Landis ou de Joe Dante depuis longtemps. Et donc la bascule avec un film comme Gremlins,
Il avait déjà participé à la production de Twilight Zone, c'est-à-dire la quatrième dimension, donc un film à sketch produit par Spielberg. Et on a là donc les films un peu produits par Amblin notamment, et qui ont créé aussi cette imagerie des années 80. Explorer, c'est un très beau film d'adolescent qui inspire en grande partie le Super 8 de J.J. Abrams, avec notamment River Phoenix. C'est l'un de ses films les plus produits et les plus intéressants, c'est L'Aventure intérieure, où il refait un petit peu, un remake lointain d'un film de Richard Fleischer, tout en faisant une espèce de space opéra, mais à l'intérieur d'un corps. Donc les deux, Kevin Smith, lui, à l'époque de Mallrats, n'a fait qu'un seul film, Clerks, qui est connu, qui est peut-être un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. C'est un film tourné dans le Quick Stop, c'est-à-dire la petite épicerie où travaillait Kevin Smith. Et je vais vous lire juste un petit... C'est vraiment l'un des enfants de Sundance, du festival de Sundance, au moment où Sundance était moins professionnalisé, on va le dire comme ça, et où notamment des gens de Miramax faisaient leur marché. Et ça va être le cas pour Clerks, qui va être acheté par Harvey Weinstein à l'époque. Et qui va connaître un succès phénoménal. Je vais simplement vous lire une petite description de ce livre si vous êtes intéressé par cette époque, de cette génération de cinéastes indépendants, on va dire de génération Miramax, Soderbergh, en tout cas qui n'a pas forcément été produit par Miramax, mais parfois distribué, ou surtout Tarantino. C'est dans donc, ce livre de Patrick Bisking, Sexe, mensonge et Hollywood. Il avait déjà fait un livre sur le nouvel Hollywood, donc plutôt les années 70, et je vous lis juste un petit extrait au sujet de Clerks. Donc Harvey Weinstein ne s'était pas rendu non, je vais commencer plus tard, ce sera plus intéressant. Une description de Kevin Smith. Petit homme trapu, issu d'un milieu ouvrier, Smith avait grandi à Red Bank, dans le New Jersey. Son père était postier, il tourna son film au Leonardo Quickstop, la supérette où il travaillait. Réalisé en noir et blanc, avec les moyens du bord et une bande de copains, Clerks était un véritable festival de propos machistes et orduriers que l'humour potage de Smith rendait irrésistible. Dans sa critique, Dave Kerr, du New York Daily News, eut la gentillesse de le qualifier de croisement entre Howard Stern et David Mamet. Slacker, de Richard Linklater, vu au multiplex Angelica, à l'angle de Mercer et Houston à New York en 1991, le jour de ses 21 ans, avait donné à Smith envie de faire du cinéma. Donc Smith dit « Voir ce film m'a donné une confiance énorme », se souvient-il. L'action y était rare, on suivait des héros dans leurs allées et venues, il n'y avait pas d'intrigue, mais beaucoup de dialogue. Smith fut surpris d'apprendre que l'on considérait ça comme du cinéma et se dit « Merde, si ce con peut faire son film à Austin, Texas, et qu'un type comme moi l'apprécie, qu'est-ce que j'attends pour faire un film dans le New Jersey, bon sang? J'en suis capable, bordel, voilà, bon. » Donc c'est Clerks. Donc très, très, très grand succès, très bon film sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais voilà ce qui le conduit, en tout cas à la production, presque à la super-production. C'est l'un des défauts du film peut-être, donc produit directement par Miramax, et donc avec beaucoup plus de budget, donc Mallrats en 95. Donc les deux, Smith et Joe Dante, sont portés par un élan commercial dans ces deux films, qu'ils vont complètement saboter, alors presque malgré eux. On les sent tous les deux gênés entre le fantasme d'un cinéma indépendant, ou d'un cinéma, en tout cas, poil à gratter pour Joe Dante, et la réalité de l'industrie du divertissement. Il y a toujours cette idée du passage plus difficile de l'épicerie ou de la supérette au mall. D'ailleurs, très récemment, quelqu'un comme John Waters a pu faire, donc en mars, le 21 mars dernier, donc une petite déclaration où il sépare précisément les cinéastes d'aujourd'hui entre ces catégories de ceux qui vont et qui ne veulent qu'aller Go to a Mall. Il décrit l'esprit de ces nouveaux cinéastes. Bon, on sent qu'il est toujours assez provocateur et vise un peu la génération Marvel. Et ils veulent aller dans un centre commercial, ils veulent s'asseoir dans un stade et ils veulent des effets spéciaux, déclare-t-il. Pour moi, les effets spéciaux ringards sont beaucoup plus amusants que ces nouveaux effets. Donc, une espèce de ligne de partage entre le film Mall, le cinéma Mall d'aujourd'hui et le cinéma un peu plus indépendant. Donc, ce qui va nous intéresser pour Dante et Smith, ce sont les deux manières qu'ils ont d'approcher le Mall film. Plus précisément, les deux perspectives qu'ils donnent sur le Mall, ses usagers, son architecture et ses implications politique.
méfiez-vous du titre. Le titre des films ou de toute œuvre nous apprennent et nous renseignent beaucoup sur ce qu'ils veulent nous vendre, mais aussi sur ce qui parfois leur échappe. Le titre des deux films et leur traduction française, on va voir, nous disent quelque chose de la vision que chacun va mettre en scène dans sa vision du môle. Donc Gremlins 2, je prends le titre original, The New Batch. Le projet s'est longtemps appelé Gremlins 2 tout court. Il avait même un nom de top secret au moment où le scénario circulait, c'était Monolith. Voilà, bon, sans peut-être une référence à Kubrick, je ne sais pas. En tout cas, c'était Monolith avant de s'appeler Gremlins 2. Et nous sommes là dans la démarche du classique, du sequel, de la suite, qui capitalise sur le succès d'un premier opus, donc le Gremlins 2. Le sous-titre devient donc plus significatif, en ce qu'il promet une répétition, bis repetita 2, et il promet aussi du renouveau. On en veut plus, vous en aurez encore plus et encore mieux. Le sous-titre est aussi un commentaire intéressant de sa propre démarche, de la démarche de Joe Dante. Le sous-titre, donc The New Batch, intervient assez tardivement, mais il est éloquent. Il inscrit le film et les créatures directement dans le champ lexical du commerce et du libéralisme, avec l'ironie subversive qui caractérise ce film-là et l'œuvre de Joe Dante en général. Donc batch peut se traduire par lot, comme on parle d'un lot de chaussettes, par fournée, au sens d'une fournée de cookies ou une fournée de baguettes, ou par paquet, au sens de lot, de paquet. Notons qu'on parle en informatique aussi de fichiers batch, qui traitent les données par lot, donc plutôt que par unité. Tout ça est très intéressant quand on se souvient ou quand on repense au film Gremlins 2. On évoque également les batch process, qui travaillent par lot plutôt que par données uniques. Donc très clairement, le titre évoque un nouveau lot de Gremlins. Le blockbuster Gremlins 2 pousse l'ironie à se présenter comme ce qu'il est et comme ce que le studio Warner veut, un produit manufacturé qui renouvelle sa gamme de Gremlins. Nous avons déjà un pied dans le mall, comme le film est le centre commercial où l'on pourra accéder à cette nouvelle génération, comme le propose le titre français, donc le Gremlins 2, la nouvelle génération. Un titre un peu plus subtil en français, on pense à la progéniture, à la capacité de reproduction donc infinie des Gremlins. Génération, c'est l'ensemble des individus d'une même époque, mais aussi on pense à la série de produits d'un même niveau technique, comme on parle d'une nouvelle génération d'ordinateurs ou d'une nouvelle génération de smartphones. Donc on est vraiment dans cette démarche commerciale. Donc le sous-texte que l'on peut y voir, c'est, et on l'a vu dans cette première séquence, où on parle des produits dérivés, où le personnage de Daniel Klemp, sur lequel on reviendra, donc le promoteur que l'on a vu là dans la première séquence, qui déjà voit des gizmos dans les voitures avec des ventouses, donc les produits dérivés, notamment pour le personnage et la peluche Gizmo. Dès le premier Gremlins, c'est Steven Spielberg qui a insisté pour qu'on donne beaucoup plus de place à Gizmo et au personnage de Gizmo, coupant même des répliques du personnage principal Billy pour que ce soit plutôt Gizmo qui prenne en charge la fiction et notamment l'éviction de certains Gremlins. Donc Spielberg a souhaité ça, mettre plus en avant le mogwai, on peut appeler ça chez lui du génie marketing chez Spielberg. Et il y a une référence, donc on voit la référence que Klemp vient faire sur le personnage à la fin de ce film-là. Plus encore que dans le premier Gremlins, où c'était déjà le cas, on voit dans ce film Gremlins 2, on voit toute cette bande de créatures et de choses torturées, martyrisées sans cesse Gizmo, qui se vengera à la fin, inspiré par la vision de Rambo 2, ce qui explique son petit bandeau que l'on a vu ici. Donc c'est une manière cathartique pour Joe Dante de subvertir la démarche commerciale du studio, comme un complexe de sale gosse qui veut absolument. Donc voilà, non aux produits dérivés, non au merchandising. Donc je vous ai pris deux petits exemples. Là, simplement, à gauche, vous voyez Gizmo photocopié voilà, par un Gremlins. Et dans l'autre, c'est simplement des bandes velcro qu'on lui enlève ça fait très, pour lui arracher les poils. Mais il y a aussi de l'électricité, il y a toutes sortes de tortures qui rythment régulièrement le film Gremlins 2. Et on avait déjà un petit aperçu de ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, à l'écran avec la lumière, mais dans une séquence du department store, donc du magasin à la fin, dans le final de Gremlins 184, on avait donc ce rayon peluche, ce rayon pour les enfants que vous voyez à gauche, donc avec évidemment toujours la citation pour Joe Dante qui met un petit peu comme des œufs de Pâques, des Easter eggs un peu partout sur ses références, un Bugs Bunny, un Sylvestre le chat et un petit E.T. et qui vient remplacer
le petit Itis, évidemment, une tête de Gremlins, le Gremlins chef à la crête. Voilà. Donc il y avait déjà un peu cette démarche de jouer avec cette idée du merchandising un petit peu méchant. Gremlins Joe Dante en 98 déclarait justement, parce que ce film, on va le voir, est comme son harakiri, hein, enfin, on n'a jamais vu un tel film. En tout cas, dans les 30 dernières minutes de Gremlins 2, c'est un film complètement fou, conçu comme un cartoon et qui est comme une espèce d'harakiri au sein d'un studio. Enfin, dire, les gens du studio déjà ne comprenaient pas beaucoup le premier, mais le succès les a convaincus. Le deuxième, c'est une totale folie punk, enfin, jusqu'à avoir des Gremlins à la fin. Enfin, on se met à regarder des Gremlins dans un immeuble chantant New York, New York. Enfin, voilà, on pousse très très loin, mais les 30 dernières minutes sont du pur génie punk. Et Joe Dante, donc, à l'époque, dit j'ai fait passer dans ce film, donc Gremlins 2, des choses en principe interdites dans des films de studio. Gremlins 2 les a écœurés. Je tiens de bonnes sources que Spielberg lui-même aurait dit à Warner Bros. Que c'était le pire film qu'il ait jamais vu, parce qu'il n'avait aucun enjeu moral, pas de cœur. Quand les lumières se sont rallumées à la fin de la projection, donc de la projection test, il s'est tourné vers moi et m'a dit cette seule phrase, c'est à ça que vont ressembler les années 90 ? Eh bien oui, cher Steven, c'est à ça que vont ressembler les années 90. Et l'immeuble mall qu'il met en scène, on verra tout à l'heure qu'il s'agit bien d'un mall, de cet immeuble, filmé par Joe Dante. Donc cet immeuble mall est un lieu pour les marchandises et non pour les êtres humains. Nous sommes dans un lointain horizon marxiste, et le concept de réification, c'est-à-dire devenir une chose, on est en plein dedans, les êtres humains devenant des choses à force d'être considérés comme tels, à force d'être exploités. Mais qu'arrive-t-il quand ces choses se révoltent ? Ça, c'est ce que nous dit le film. Si on passe à Mallrats, le titre, Mallrats, le vocable est difficile à traduire en français. Littéralement, c'est le rat qui circule dans le mall. Bon, on en voit même aux formes des images. Rassurez-vous, je pense qu'il n'y en aura pas ici, donc ils se contentent des bureaux. Mais voilà, vous pouvez au-dessus, ici, voir pas mal de rats. Donc le rat qui circule dans le mall, dans le centre commercial. On pourrait parler des rats de centres commerciaux, littéralement, comme on parle des rats de cinémathèque ou des rats de bibliothèque. Ce sont donc ces êtres qui peuplent un lieu à travers leur goût pour les choses qui s'y trouvent, des films, des livres ou des magasins. J'ai toujours rêvé, dans un cours de cinéma, une conférence, de présenter un graphique. Et ce jour est arrivé, je peux donc mourir, je vais vous présenter un graphique. Voilà. Mallrat, l'usage du mot Mallrat dans la langue anglaise et en tout cas dans la langue américaine. Quand on observe cette morphologie et l'usage du mot en anglais, on constate qu'il apparaît en 1982 et que son usage va connaître une envolée dans les années 90 et 2000. Vous voyez cette courbe. Cela correspond au développement des malls, bien entendu, mais aussi à la culture des malls, dont le cinéma est l'un des agents actifs. Pour Kevin Smith, c'est déjà une manière de populariser un terme qui vient du réel, qui vient de l'expérience. C'est une forme de connivence et de reconnaissance qu'il donne à ces spectateurs qui vont voir Mallrats eux-mêmes dans un mall. Le terme insiste donc sur un peuple nouveau qui habite le mall. C'est comme ça qu'il faut comprendre Mallrats, pas autrement. Un peuple qui circule, qui se l'approprie et qui développe une culture spécifique. Le titre français, où on sent que les distributeurs étaient un peu plus embêtés, c'est Les Glandeurs. Les Glandeurs ne rendent pas du tout hommage à cette culture du mall, qui n'existait pas forcément en France à l'époque où sort le film, en 1995. En tout cas, n'existait pas sous cette forme, ou n'était pas reconnu comme tel. Glandeur est une manière de qualifier les personnages principaux sous la forme plus péjorative de celui qui perd son temps, qui ne fait rien. On verra au contraire qu'il y a une forme politique plus active dans cette manière de perdre le temps que la société nous impose, le temps utilitaire du calcul et de la productivité, une forme plus politique dans cette manière de ne rien faire pour contester l'ordre libéral du travail. Si bien que le titre original Mallrats supplante aujourd'hui chez les cinéphiles celui de Glandeur. On parle un peu plus souvent de Mallrats, comme je le ferai ici, que de Glandeur. Donc, pour conclure à travers ces deux titres, on a déjà deux axes du mall film, deux manières d'aborder le mall, la révolte et la destruction d'un lieu destiné aux choses, ça c'est le Joe Dante, ou l'occupation et l'habitation d'un lieu a priori inhabitable ou a priori non habitable, le mall. Deux appropriations, habitées par la destruction ou habitées par le détournement de sa destination originelle. L'objet de consommation,
le lieu des choses, ou l'habitant du mall, le lieu des gens. Alors, visitons un petit peu les lieux. Et là, je vous fais un petit clin d'œil avec ce petit jeu vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo adaptés, évidemment, des films mall, ou en tout cas des films de Gremlins. Ça, c'est un petit jeu Game Boy. Il y en aura également sur Gremlins 2. Il y en aura sur d'autres consoles. Mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Maintenant, c'est comment ces deux cinéastes présentent et nous font visiter le lieu. Car après tout, un mall film doit nous présenter son décor, son lieu, il doit cartographier son territoire. Donc je vais vous présenter de coup sur coup les deux manières qu'on a d'entrer dans le mall, dans Gremlins 2 d'abord, et ensuite dans Mallrats. Voilà donc, Noémie, je passe 2 extraits. Kingston Falls, I probably would have been promoted twice at the bank by now. Yeah, and you'd hate it. I don't know. At least we could afford to get a decent place to live, get married. Welcome to the Clamp Entry-Matic, a revolution in revolving door precision and efficiency. Please be careful in stepping in and out, and have a powerful day. That's the story of the Clamp Premier Regency Office Center, where one man's dream became a reality. I hope you enjoyed today's tour, and don't forget, pick up your copy of Mr. Clamp's best-selling book, I Took Manhattan, on sale right here at our newsstand for only $19.95. And in our gift store, you can purchase your very own. Don't let them get to you. I won't. Billy, you're so good at your job. Sooner or later, they're bound to notice. Maybe then we can get married. Okay, hon. Bye. Bye. Man, I can't believe this shit. Why are we sitting here trying to figure out where we went wrong with our significant others? I think we just nailed it in your case. No, there is something out there that can help ease our simultaneous double loss. Ritual suicide? No, you idiot, the fucking mall. I prefer ritual suicide. Oh, come on, man, it'll be great. They got these new cookies at the cookie stand. You have to try them, they're awesome. I love the smell of commerce in the morning. Are you really making that last? Waste not, want not. What, you want to say something? Yeah, about a million things, but I can't express myself monosyllabically enough for you to understand them all. Asshole. Prick. Fuck you. What the hell was that all about? It's a jerk from Fashionable Mail, this upscale wannabe shop on the 2nd floor. He's the manager. Guy's always giving me shit. I have no idea why. I thought everybody loved you at this mall. F him. Where do you want to go first? Back to Brandy's? Look, Brandy is the past, my friend. She's behind you now. You face forward, or you face the possibility of shock and damage. You should learn to heed your own advice. Where the hell did that come from? What's going on here? Looks like a stage is being erected. What is this monstrosity? Maybe it's for the Easter Bunny pictures. Impossible. The Easter Bunny court is down at the other end of the mall. It's been up since 2 days after Christmas. I want answers. Ask one of the workers. No. There's a soul who might know what's up. Alors, deux manières de pénétrer dans le lieu, dans le mall, dans la peau du spectateur, visiteur que nous sommes. Donc, dans Gremlins 2, on a littéralement une visite guidée avec tous les produits dérivés à la gloire de Daniel Clamp, les souvenirs, etc. Donc, le personnage de Phoebe Cates, donc, alors si vous étiez là à l'ouverture, vous la reconnaissez, elle était dans Fast Times at Richmond High en 82, l'un des plus grands malls films également, et dans une scène de piscine restée dans tous les esprits des Mallrats de l'époque. Voilà, tous les Mallrats de l'époque se souviennent de cette scène. En tout cas, c'est une citation de cette manière de Phoebe Cates, qui était déjà dans le premier Gremlins, mais on se souvient aussi de cette aura mall qu'elle peut avoir. Et donc, elle travaille elle-même comme un guide dans la Clamp Tower. On la verra dans les séquences suivantes. Donc, on est dans un musée à la gloire de Daniel Clamp,
Dante met en scène la verticalité du pouvoir avec cette espèce de grand immeuble, la verticalité de la tour, qui rappelle évidemment pour bien des tours, notamment celle de Die Hard. Il n'y a aucun doute sur la nature mauve de cette tour. Joe Dante le rappelle. L'argent coulait à flot, dit-il. À l'époque, on avait la moitié des plateaux du studio. On a construit un gigantesque centre commercial, donc un mall, qu'ils ont voulu conserver pour en faire une attraction touristique. Donc voilà, s'il y avait une question, ils ont vraiment construit le mall, donc tout est fait en studio. Paul Mazursky voulait le faire transporter à New York pour s'en servir dans Scenes from a Mall, scène de ménage dans un centre commercial. Je cite juste cette fin parce que le film est programmé. C'est un film avec Woody Allen et Bette Midler. Donc, on a plusieurs lieux et décors. Je ne vous les montre pas ici, mais on a tout un ensemble de décors qui correspondent au mall, de pièces qui correspondent au mall. Donc, cette tour, il y a des bureaux, une librairie, un laboratoire, on en reparlera, une confiserie, un magasin de vêtements, etc., etc. Donc, quand il s'est agi de trouver un lieu, un terrain de jeu littéralement pour cette nouvelle génération de Gremlins, c'est l'arrivée du scénariste Charlie Haas, qui est également journaliste, qui a débloqué la situation. Le journaliste Bill Crone, qui a consacré un très beau livre à Joe Dante et les Gremlins d'Hollywood, je crois que le livre s'appelle ainsi, donc rappelle que les scénarios de Charlie Haas, par exemple ce film, si tout marche bien, voilà. Donc ces scénarios pour Violence sur la ville, donc Over the Edge de Jonathan Kaplan en 79, ou son scénario pour Gremlins 2 ont une inspiration commune, la folie de l'architecture moderne. On est donc bien dans un film dont l'un des enjeux de mise en scène est strictement architectural, et Over the Edge, donc Violence sur la ville en français, avec notamment le jeune Matt Dillon. Over the Edge mettait déjà en scène le désœuvrement adolescent et le saccage, donc c'était les adolescents qui remplaçaient les Gremlins, si vous voulez, la destruction d'une ville nouvelle, mais sur un mode un peu beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus tourmenté. Pour la petite histoire, c'est un film dont Kurt Cobain disait qu'il définissait parfaitement sa personnalité. Je vous le conseille si vous n'avez jamais vu Over the Edge. Jonathan Kaplan étant notamment aussi un réalisateur de l'école Corman. Donc Charlie Haas, journaliste, était l'auteur d'un article sur les immeubles intelligents. On pourrait appeler ça aujourd'hui les immeubles connectés. Donc c'est cet article sur les immeubles intelligents qui va donner son point de départ au scénario de Gremlins 2. Et évidemment, ça nous rappelle une autre tour dont sont inspirés les scénaristes et réalisateurs. C'est la Trump Tower. Daniel Klemp est littéralement un décalque de Donald Trump et de Ted Turner aussi, le mania des médias. Mais la Trump Tower de New York, donc, que vous voyez ici, était dessinée en 81 par l'architecte américain Dear Scott et elle a été inaugurée en novembre 83. Donc c'est un gratte-ciel de 58 étages avec à son sommet le penthouse qui servait de résidence principale à M. Trump. Et donc on peut voir que le Clem Center et la Trump Tower ont des similitudes évidemment. Haas et Dante sont récemment revenus sur cette inspiration au moment de l'élection de Trump. C'est donc une référence qu'ils assument tout à fait, tout en avouant qu'ils ne pensaient pas que la réalité dépasserait à ce point la fiction, à savoir la trumpisation du monde. Mallrats, l'extrait on voit est assez différent. On va au mall pour se consoler. Donc les deux personnages, si vous n'avez pas vu le film, ont une peine de cœur, viennent de se faire plaquer. Et pour se consoler, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller au centre commercial, au mall. Bon, l'un voulait choisir le suicide, l'autre préfère le mall. C'est deux solutions assez différentes. Donc le lieu de consommation devient un lieu de consolation. Et le film, lui, n'est pas tourné en studio, mais dans un vrai mall. On l'a vu un petit peu l'entrée, dans le Hayden Prairie Center Mall, pour être plus précis, dans le Minnesota. Et le personnage de Jason Lee, Brody Bruce, que l'on donne l'impression d'être chez lui, d'être à la maison, et qu'il nous invite chez lui pour visiter le mall. Alors ça, c'est tout au long de la première partie. Il nous fait visiter comme son appartement avec une telle fierté. Et le motif principal de la première partie de Mallrats, c'est vraiment le travelling latéral, comme on a vu, et presque en plan séquence. Là, le plan est interrompu, évidemment, par le coup sur la tête. Donc un travelling à hauteur d'homme, à hauteur de glande, pour ces glandeurs, à hauteur de déambulation. C'est une douceur descriptive qui est interrompue ici par un effet burlesque, un gag cartoon qu'on va retrouver tout au long du film, et ce qui rapproche d'ailleurs Joe Dante
et Kevin Smith. Donc Brody se prend en pleine face l'irruption d'un espace parasite dans son mall, parce qu'il le décrit bien comme My Mall. Donc, qui est, on l'a vu, la scène du tournage d'une émission de télé qui sera plutôt la deuxième partie du film, peut-être un peu moins intéressante par rapport à ce qu'est le mall. Le travelling n'est plus, alors là si on fait un jeu de mots un petit peu intello, le travelling n'est plus ou pas seulement une affaire de morale, mais une affaire de mall. Donc il y a une référence à Apocalypse Now, donc quand il arrive, j'aime l'odeur du commerce ou de la consommation au petit matin, en référence donc à Robert Duval aimant l'odeur du napalm au petit matin. Et donc cette référence où la consommation remplace le napalm, donc n'est pas anodine évidemment, et le libéralisme est une autre forme de guerre. Cela place d'emblée le film sous une égide culturelle, la cinéphilie, la connivence geek, on va dire. Voilà, je fais une référence, vous la reconnaissez, nous sommes ensemble, on est amis, mais une référence qui s'approprie un champ de bataille et conquiert un territoire, le mall. On est donc bien dans une guerre. Donc il y a deux versions de Mallrats, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc il y a eu la version cinéma d'1h35, qui est celle qui a été présentée ici, hier, et une version sortie 10 ans plus tard, en 2005, de 2h05, donc une vraie version longue. Moi je préfère la première version, notamment la version longue qui tardant à nous faire entrer dans le mall. Là, on entre tout de suite quasiment dans le mall dès cette séquence. Même cette séquence, dans la version longue, est allongée. Enfin, je veux dire, ils ne vont pas tout de suite dans le mall, ils font un détour, etc. Donc, elle est moins intéressante. Et surtout, le pré-générique, on va dire, de cette version cinéma. Alors, je pense que Kevin Smith a coupé 25 minutes, parce que c'est vraiment, on met 25 minutes dans la première version qui correspondait plutôt au scénario à arriver à cette scène. Là, il s'est dit, tiens, on va raconter une histoire amusante de mall et faire simplement une présentation classique des endroits du mall, des endroits que l'on va traverser. Et donc, dans le pré-générique de Mallrats, on a cette présentation au moment où la voix off de Brody nous raconte une histoire de souris et de chats, je crois, je ne vous en dis pas plus. On voit donc tous ces lieux qui vont être fréquentés, traversés. Donc on est déjà dans une description et une cartographie du mall. Et il y a une petite... dans la version, en tout cas longue, on a un plan, justement, avant qu'ils arrivent dans le mall, qui est le plan signature de Kevin Smith, qui est le fameux quick stop de Clerks, que l'on va retrouver dans bien des films. Dans Clerks 2, d'ailleurs, ce quick stop va brûler. Et c'est le magasin où Kevin Smith travaillait lui-même en tant que vendeur, et où il écrit et tourné son premier film, et où il est retourné après, avant que Clerks ait un certain succès. Donc le quick stop qui est comme hante un petit peu ce film Mall. Ainsi, donc, dans la mise en place et en scène de l'espace, dans les deux films, donc, Gremlins 2, dans tout le film, en tout cas, propose plutôt un collage footrack d'espace clos. C'est vrai que c'est le seul ascenseur qui est le lieu de qui unit les espaces, qui sont clos et séparés les uns des autres. Il n'y a pas vraiment de continuité, en tout cas, dans ça. Et c'est l'ascenseur qui va lui-même écraser les Gremlins. On passe vite d'un espace à l'autre, d'un plan à l'autre dans Gremlins 2. L'immeuble est intelligent, comme le dit, et c'est lui qui détermine les comportements. Il faut le dérégler, lui opposer une autre intelligence, une autre bêtise, et de toute façon, il se dérègle lui-même, et ça fait partie des effets comiques du film, ou simplement, quand il y a le feu, de mémoire, la voix nous dit le feu, cette incroyable invention de l'homme, etc. Oui, cet immeuble est en feu, pour forcer les gens à se... ça me rappelle autre chose, mais je n'ai pas le temps de vous en parler là, mais en tout cas, c'est le dérèglement de cet immeuble intelligent. Donc, quant à Mallrats, lui, il invite à une exploration plus douce, une exploration pédestre, des lieux intermédiaires, vraiment de ce qu'est le mall, des zones de passage, de circulation. Il invite à la flânerie les deux Baudelaire geeks que l'on voit ici. La bande originale du film est très importante également, dans son usage séquencé par Smith, avec des chansons pop, rock, punk. Et cette bande-son s'intègre également à l'expérience du mall et fait partie de l'expérience du mall. Quand on entre dans un mall, on a toute une playlist perpétuelle d'un magasin à l'autre qui se joue, et de passer d'une séquence à l'autre et d'une chanson à l'autre, c'est aussi faire avec Mallrats l'expérience du mall. Et dans Mallrats, il y a des ascenseurs également, mais ici on y fait plutôt l'amour, pour ceux qui ont vu le film. Tous les objets sont détournés de leur fonction initiale. On monte plutôt au 7e ciel qu'au 7e étage, contrairement à ici. Et cette déambulation libre, cette reconfiguration totale de l'espace dans le film, détourne et réfute par ailleurs l'effet architectural du mall, l'effet panoptique qu'on a aussi dans les prisons, où tout doit être vu depuis n'importe quel point pour qu'on puisse voir toutes les boutiques, les enseignes, etc.
Pour le plaisir, on va regarder un autre extrait de Mallrats qui correspond à cette déambulation et qui arrive juste après. Encore un travelling et l'apparition de deux personnages célèbres. Could this week get any worse? Now she's gonna be auctioned off on live TV from a mall. Not a mall, all right? The mall. Show some respect. But it doesn't have to go down like that if we trash the thing. Oh, there's a unique way of getting back in her good graces by ruining her father's show. You're a clever one. I can get someone to do it for us. We'll be blame-free, and Brandy won't be able to do the show. Who is this imaginary hatchet man? Hatchet men. Knock it off! Kitty, 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 Hey, kitty, Jay! Brody, man, noochie noochies! And look at this shit, the mad fat chick killer. Can't believe how fast word travels in this town. Excellent. What's he doing? Shithead here watched Empire and Jedi last week, and ever since he's been trying to do the Jedi mind trick. Crazy fuck thinks he'll levitate shit with his thoughts. Knock it off! The Force is strong with this one. Dude, don't encourage him. So I was just telling TS here we gotta find Jay and Silent Bob. If there's anyone that can help us out, it's the two guys that have even less to do than us. What is this shit? Everyone's looking for us today. We're ducking Trisha because she wants to talk to Obi-Wan here about her video setup. Why him? Silent Bob's an electrical genius. He won the science fair in 8th grade by turning his mom's vibrator into a CD player using some chicken wire and shit. Motherfucker's like MacGyver. No, motherfucker's better than MacGyver. Knock it off. And it's that kind of smarts we need, right, Mopey? Leave me out of this. So we need you to embark on a little sabotage mission on behalf of TS's love life. You know about this game show thing they got going on here? Well, we need you guys to somehow ensure that it doesn't happen. Is that it? We're gonna do that anyway. Really? Why? What else are we gonna do? Silent Bob here stole a schematic of the station from some foolish carpenter and found a weakness just like the fucking Death Star. He figures here, you pull this crossbeam out, fucking biggity bam, the whole stage comes crashing down. Well, we were thinking about something simple, but if you want to destroy the stage, hey, we're all for that. Only problem is LaFours. Who's LaFours? You don't know LaFours is? They don't know LaFours is. LaFours is only the most feared security guard in the business, man. 460 collars, all convicted. Ours even got 2 kills. Holy shit, I never thought I'd see the day when two such highly reputable mischief makers as yourselves douse their drawers at the side of a mall security guard. Shit, bitch, we're gonna bust up that stage like a high school kegger. We're just gonna outwit LaFours X-Men style. Should I call you Logan, Weapon X? No, Wolverine, snickety, snickety, snoring. What he's doing is imitating Wolverine's berserker attack with his adamantium claws. To me, Never would represent. have guessed. Come on, All right, guys, you have your mission. Go forth and wreak havoc. bye, baby kitties. Damn, Silent Bob, show some heart. That's better. We're on the job. Thanks. I have to admit, I'm shocked you didn't try to dissuade them. I would if I actually thought for a second they could pull it off. Oh, ye of little faith. Want a cookie? Voilà, donc j'ai laissé au moment où apparaissent pour la première fois Jay et Silent Bob, donc on en reparlera tout à l'heure, les personnages les plus célèbres de Kevin Smith. Kevin Smith, pour ceux qui ne le savent pas, qui incarne Silent Bob. Et là, donc, on voit toute cette culture, toute cette connivence entre les comics, Wolverine, ces interprétations infinies, notamment de la trilogie Star Wars, contre, dans Clerks 2, il y aura même une lutte entre les fans geeks du Seigneur des Anneaux ridicules contre les fans de la trilogie Star Wars. Voilà, donc ça c'est la culture aussi Maul, par ailleurs, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure dans la manière qu'a Kevin Smith de l'instiller dans le film. Et on parlait également de cartoon, donc Jay et Silent Bob dans ce film vont être vraiment comme des bip bip coyotes en essayant de saboter justement l'émission de télé, et c'est vraiment saboter ce qui entre comme un parasite dans le Maul des deux Mallrats. Alors, l'expérience du Maul, justement. Mallrats, pour parler un peu plus précisément de ce film, est l'un des meilleurs films américains ou des meilleurs films au monde à s'appuyer sur une expérience individuelle, collective du Maul et de la restituer avec la même distance désinvolte qu'ont ces personnages tels qu'on les voit ici et dans tout le film.
quand on voit le très beau documentaire Mall City, qui est présenté également dans ce programme, un documentaire réalisé par Hugh Kinniburgh, si je le prononce bien, donc en 1983, donc un documentaire sur l'expérience du mall qui interroge vraiment les habitants, j'allais dire du mall, mais qu'est-ce que la culture du mall, qu'est-ce que vous faites ici? Donc on se rend compte dans ce documentaire à quel point la mise en scène de Smith transcrit l'esprit même du mall et de ses habitants. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de Mallrats. Donc ici, la manière dont qu'est-ce qu'on vient y faire, hein, on vient y draguer, regarder, écouter de la musique, tout sauf acheter, souvent. Voilà. La manière dont les mouvements de caméra quadrillent l'espace et accompagnent les personnages, entrecoupés dans le film de séquences burlesques plus découpées, enfin, c'est donc les fameuses séquences un peu cartoon de sabotage. Donc cette manière répond intuitivement à cette installation dans l'espace. Il faut s'installer dans l'espace du mall. La relative lenteur des scènes, la rythmie du film, son ratage même, participent de cette esthétique du mall. Voilà. Et le film donc se devait presque inconsciemment de saboter son devenir blockbuster. Donc il y a une résistance de Kevin Smith à faire un film qui marche. Pour avancer, on peut penser, alors là, si je fais un petit détour philosophique, on peut penser au texte de Jean-Luc Nancy, Paysages avec dépaysement, pardon. C'est un texte qui est dans son livre Au fond des images, donc qui mêle les perspectives esthétiques, politiques et, disons, métaphysiques. Il définit dans ce livre le pays, le paysan et le paysage, et ce qui circule entre ces trois mots et ces trois concepts. Et dans cette circulation rend possible l'existence même d'un pays, d'un paysan ou d'un paysage. Donc pour aller vite, le paysage, c'est le cas de la représentation, on voit à peu près ce que c'est. Le pays, c'est le cas de la situation. Le pays n'est pas la nation, n'est pas la région, n'est pas le cadastre, c'est un coin de terre, c'est l'endroit auquel on se sent appartenir, sans droit du sol ni droit du sang. C'est un lieu qu'on s'est approprié. Et je cite Jean-Luc Nancy, « Le pays, c'est le coin de terre auquel on tient et par lequel on est tenu. » Donc le paysan, en revanche, c'est le cas de l'occupation, celui qui occupe l'espace. C'est celui ou celle qui occupe le pays, qui s'est approprié au sens d'un, alors comme le dit Jean-Luc Nancy en un seul mot, au sens d'un ici et maintenant, il s'est approprié un lieu de vie. Et je le cite, « Le paysan est celui qui s'occupe du pays et il n'est pas pour autant forcément agriculteur. Il peut être le paysan de toutes sortes de pays, de langues ou de peuples. Ce qui le définit, c'est qu'il s'occupe de ou avec l'appartenance. Il y a donc des paysans des villes, ou bien de la science ou de la philosophie. Il y a du paysan dans chacun qui appartient et qui est pris au temps et lieu, dans chacun qui fait sien un coin d'ici et maintenant. Cela peut être une machine, une autoroute ou un ordinateur, autant qu'un champ de betteraves ou une étable. » Et donc on peut ajouter évidemment autant qu'un mall. On peut être le paysan dans le pays qu'est devenu le mall. On peut être un mall rat. Et c'est tout à fait sublime et fascinant de voir les choses ainsi, sublime et d'une force subversive féconde, quand on y pense bien. Mallrats est ce film qui, dans sa première partie, est un éloge subversif du mall, un portrait du paysan postmoderne, le glandeur du centre commercial. Qui est-il? Quel est son mode d'appartenance? Ce paysan, c'est souvent le geek, fan de jeux vidéo, de cinéma, de comics, et qui considère le travail comme une valeur avilissante. Donc vivre dans le mall, y être comme chez soi, insupporte les représentants du capitalisme, tel le vendeur chef qu'on a vu un petit peu au début, interprété par Ben Affleck. Ben Affleck, ami de Kevin Smith, que l'on retrouve dans plusieurs de ses films, pour la petite histoire, et pour la encore petite qui a fait la grande histoire, c'est Kevin Smith qui sera l'intermédiaire qui permettra de financer Will Hunting par Miramax. Donc Matt Damon et Ben Affleck cherchent à faire financer, désespérés de ne pas faire financer ce film, et c'est grâce à Kevin Smith, entremetteur, si je puis dire, que ce film a pu exister. Parenthèse close, on peut simplement, pour avoir une petite autre expérience, le script de Mallrats, donc qui est une réplique, un moment, de Ben Affleck, qui prend le personnage principal, donc il y a aussi une histoire de Ben Affleck ayant piqué la copine de notre Brody, Brody, donc le personnage principal. Donc, bon, je ne vous traduis pas, mais il dit « You're one of those fucking mall rats ». Il déteste, enfin, je veux dire, ces gens qui sont là. Donc, you don't come to the mall to shop or work, you hang out
And act like you fucking live here. Donc vous traînez et vous êtes juste, vous faites semblant que ça vous appartient, que vous êtes chez vous. Donc, et j'adore cette phrase, I have no respect for people with no shopping agendas. Et c'est donc traduit en français par je n'ai aucun respect pour les non-consommateurs. Voilà. Donc ça hérisse le poil des gens qui pensent que le mall leur appartient d'une autre manière. Donc ça s'exprime tout ça aussi par une volonté de puissance et de destruction dans le film. Non pas contre le mall ou à l'encontre du mall, ou du mauvais mall intelligent qu'il faut remplacer, comme dans Gremlins 2, donc on a plutôt un principe de destruction totale du lieu intelligent. Mais ici, c'est une volonté de puissance à l'encontre de ce qui menace le mall lui-même. En l'occurrence, une émission de télé, qui s'installe comme un parasite, comme une bifure architecturale. Et par ailleurs, on retrouve très exactement les mêmes séquences d'émissions de télévision sabotées ou qu'on veut saboter ou qu'on détourne dans les deux films. Si vous vous souvenez, ou si vous voyez après, donc dans Gremlins 2, on a l'émission de cuisine, simplement, qui en plus reprend une séquence de cuisine célèbre dans le premier, mais qui en fait autre chose, parce qu'il y a une émission, il y a une télé interne au mall, en tout cas à l'immeuble. Et après, donc, il va y avoir une émission interne en mode reportage de guerre, avec le Brain Gremlin qu'on a vu tout à l'heure, le Gremlin Intello, et dont je montrerai la séquence tout à l'heure. Et dans Mallrats, donc, le sabotage, c'est cette espèce de tournée-manège américain où l'un des deux personnages va vouloir reconquérir sa fiancée, enfin son ex-fiancée, et donc ils infiltrent l'émission et donc ils veulent la saboter. Donc on est dans un univers un peu à la Guy Debord, que je citerai tout à l'heure encore, pour faire l'intello, et il faudrait relire La Société du spectacle et ses commentaires à cette aune. Donc la marchandise, c'est l'image, il faut donc détourner l'image marchandise. Ça, c'est vraiment le projet de Joe Dante de manière générale. L'émission de télévision, dans les deux cas, la cuisine ou l'émission de cuisine ou le talk show, et le cinéma lui-même en tant qu'outil idéologique de la domination. On y reviendra, parce que le cinéma participe de cette domination. Donc, par ailleurs, la force de Mallrats et des meilleurs mall-films que l'on peut voir ici, c'est de saisir un paysage. On en parlait tout à l'heure. Un paysage là où il est impossible d'en saisir, a priori ici. Le paysage se détermine en peinture, en général, en fonction de la ligne d'horizon. Ici, l'horizon est souvent invisible, on pourrait dire même bouché. Or, les lignes architecturales du mall, le scintillement des lumières et la profondeur des vitrines, les mouvements mécaniques des escaliers créent ce nouvel horizon mental pour les Mallrats. Et cette expérience s'accompagne d'une poétique et d'une mythologie. Et on va voir un extrait à ce sujet. Noémie, je lance un extrait. What, do you know that kid or something? I hope his pants get caught and a bloodbath ensues. What is with you today? Don't get me wrong, I don't wish the kid harm, but his mother should suffer that horrific ordeal so she'll learn how to manage her child. Sort of a harsh lesson, don't you think? Man, there's not a year goes by, not a year, that I don't read about some escalator accident involving some bastard kid that could have been easily avoided had some parent, I don't care which one, but some parent conditioned him to fear and respect that escalator. Wow, look who it is. Donc voilà l'escalator, donc il faut respecter l'escalator, il faut en avoir peur, et donc quelques minutes après, il va y avoir un accident d'escalator pour ce petit bastard kid, comme il le dit. Donc il y a un éloge de l'escalator, évidemment, il faut respecter le mall et l'escalator. Un éloge de l'escalator dont il faudrait écrire une mythologie. L'escalator, c'est l'escalier mécanique aussi. J'aime bien le mot d'escalator, ça fait un peu Terminator ou Predator. Donc l'escalator est le personnage clé du mall. Il transporte autant qu'il accélère le pas. Il relie les espaces autant qu'il nous soumet à sa trajectoire. Il peut être contrarié si on le descend à l'envers, ou il révèle notre aliénation quand il est en panne. Voilà, ça vous arrive chaque jour. Cela peut être critique. À la même époque, en France, Mathieu Kassovitz fait un film qui s'appelle La haine, et il y a une scène d'escalator, si vous vous souvenez. Il dit ne pas se laisser porter par le système, il faut marcher sur l'escalator. Depuis que j'ai vu le film, je ne me laisse jamais porter par un escalator. Les scènes de mall les plus célèbres et les plus réussies le prennent souvent comme décor. On peut penser, alors, de mémoire à L'Impasse de Brian De Palma, ou aux scènes, donc pour des scènes d'action, pour des scènes d'amour. La déclaration d'amitié superbe dans Super Grave de Greg Motola à la toute fin du film. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vous la révèle pas, mais c'est un escalator qui provoque cette effusion. Donc les trajectoires qui se croisent comme des courbes donnent une vraie intensité érotique à cet objet simple qu'est l'escalator.
Et en réalité, le mouvement de l'escalator est celui du travelling latéral et légèrement descendant ou ascendant. Il intègre à sa forme le cinéma lui-même. On est dans un mall, on est dans un film. Il permet à l'œil de se transformer en caméra. Et on a tous fait l'expérience, je pense, de regarder les choses avec de la musique dans les oreilles, en filmant ou pas, et en se croyant dans un travelling, sur un escalator. Bon, je vais être un petit peu plus sérieux encore, là. Donc, vous pouvez dormir 2 minutes si vous le souhaitez, parce que je vais parler un peu je vais faire un petit détour philosophique encore, mais vous allez voir que c'est quand même assez passionnant. Guy Debord, pour ceux qui l'ont reconnu, ça fait molle. Guy Debord est devenu le penseur essentiel de notre temps, il est même devenu la mauvaise conscience utile de notre vie quotidienne, et vous allez voir. Guy Debord, en 2022, c'est notre vie, mode d'emploi. Donc, Guy Debord ne tombe pas du ciel, je ne vais pas vous faire toute la généalogie de la critique sociale d'où il vient et de son sens de l'histoire, mais de Hegel à Marx, en passant par Clausewitz, il vient de là. Il a visé si juste et il l'a exprimé dans une langue si implacable que son nom demeure comme celui d'un autre espace-temps possible. Donc, petite anecdote, quand je suis arrivé au Forum des images, il y a de cela 5 ans, j'ai constaté que chaque poste de travail portait un nom connu, chaque ordinateur avait un nom, afin de mieux les identifier. Alors certains c'était Jean Rouge, j'ai fait un petit sondage cet après-midi, Jean Rouge, Duvivier ou Chris Marker, vous voyez, c'était assez hype. Hein. Le mien s'appelait, quand je suis arrivé, Guy Debord. Donc là, j'en ai conçu une telle fierté un peu snob que voilà, j'étais tellement heureux d'être ici, quoi. Ça cachait quand même un vrai désarroi. Je me dis, mais Debord intégrait lui-même comme le fétiche utile d'une subversion molle ou le dernier totem du spectaculaire intégré, comme il l'aurait dit. L'auteur de la Société du spectacle réduit au nommage d'un produit instrumentalisé comme repère dans un inventaire de machines déployées en entreprise. Mon ordinateur se nommait Guy Debord, et depuis cet ordinateur, je marchanderai des images et je créerai des dispositifs spectaculaires à vertu médiatique. Et tout cela au cœur d'un centre commercial. En qualité d'héritage, la coupe lui aurait paru un peu pleine. Donc voilà. Bref, citer Debord, c'est déjà le trahir, c'est une falsification. Donc on va donc détourner Debord et on va faire un petit jeu. Imaginons Guy Debord en gremlin, en brain gremlin, et on va avoir une petite séquence où l'on nous parle de notre civilisation. Voilà, c'est une émission de télévision, comme je vous disais tout à l'heure. Regardons, dans Gremlins 2. As you probably know, an entire race of strange little beings has invaded the Clamp Center building. And in an even more bizarre twist, one of the creatures... Is that accurate? That one of these creatures is somehow able to talk, and he's going to talk with us right now. I think the main question that people have is, creature, what is it that you want? Fred, what we want is, I think, what everyone wants and what you and your viewers have. Civilization. Yes, but what sort of civilization are you speaking of, creature? The niceties, Fred, the fine points. Diplomacy, compassion, standards, manners, tradition. That's what we're reaching toward. Oh, we may stumble along the way, but civilization, yes. The Geneva Convention, chamber music, Susan Sontag. Everything your society has worked so hard to accomplish over the centuries, that's what we aspire to. We want to be civilized. I mean, you take a look at this fellow here. Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized. Now, bear in mind, none of us has been in New York before. There are the Broadway shows. We'll have to find out how to get tickets. There's also a lot of street crime, but I believe we can watch that for free. We want the essentials. Dinettes, complete bedroom groups, convenient credit even if we've been turned down in the past. Voilà. Donc, alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il y a un nombre incroyable de gremlins avec des personnalités différentes. Il y a un labo dans le film, et celui-ci a mangé... pas un cerveau, mais une liqueur ou je ne sais quoi de cerveau, ce qui fait qu'il a la parole, il peut parler et s'exprimer.
Donc, il nous parle de la civilisation. Et donc, le tout contredit par les images. Bon, c'était aussi pour le plaisir de voir toutes ces images de Gremlins. Donc, tout ce qu'il dit est contredit par les images de créatures rustres, bêtes, brutales. Et cette dissonance complètement potache, hiatus burlesque, c'est la version la plus débile qu'on puisse voir de Guy Debord, mais qui est très belle, quoi. Mieux, c'est peut-être le résultat inattendu de son propre discours. Et par ailleurs, dans le film, il y a deux paroles inhabituelles, deux paroles inhumaines qui se combattent. Donc il y a la parole, évidemment, de l'immeuble intelligent, et face à celle d'une autre intelligence, le gremlin. Donc on est complètement dans autre chose. Donc pour simplement passer à travers Guy Debord, et vous allez voir ce qui nous intéresse dans ça, on connaît les thèses principales de son ouvrage le plus célèbre, donc La Société du spectacle, publié en 67, qui deviendra un film en 73. Donc toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Donc ça, c'est cette phrase qui détermine toute notre époque. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Donc le spectacle, dit-il, n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Donc ce qui peut nous intéresser ici, chez Debord, je ne vais pas vous faire tout un cours sur Guy Debord, mais c'est la dimension architecturale et urbanistique de sa pensée. En effet, on pourrait penser que le mall, le centre commercial, est la version architecturale intégrée et définitive du spectacle tel qu'il le conçoit. Une citation, c'est la thèse 42 du film, du livre, pourrait être une description du mall. Le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. Non seulement le rapport à la marchandise est visible, mais on ne voit plus que lui. Le monde que l'on voit est son monde. Donc, je passe sur un petit passage où il évoque les choses qui règnent sur nous. Il évoque la loi générale qui suit le cours des choses. Ce cours des choses remplace le cours des gens, pour revenir au titre, et les choses au lieu des gens, les choses comme lieu des gens, ce qui donne lieu à une nouvelle civilisation, telle que vient de le dire le Gremlins. Je vais vous passer un petit extrait de La Société du spectacle. On n'ira peut-être pas au bout si j'arrive à manipuler, mais donc La Société du spectacle, film de 73, donc ils ne sont que des images détournées, des images d'archives, commentées par Guy Debord lui-même. Est-ce que c'est parti ? Maintenant, oui. La société qui modèle tout son entourage a édifié sa technique spéciale pour travailler la base concrète de cet ensemble de tâches, son territoire même. L'urbanisme est cette prise de possession de l'environnement naturel et humain par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la totalité de l'espace comme son propre décor. Si toutes les forces techniques de l'économie capitaliste doivent être comprises comme opérant des séparations, dans le cas de l'urbanisme, on a affaire à l'équipement de leur base générale, au traitement du sol qui convient à leur déploiement, à la technique même de la séparation. Pour la première fois, une architecture nouvelle, qui à chaque époque antérieure était réservée à la satisfaction des classes dominantes, se trouve directement destinée aux pauvres. La misère formelle et l'extension gigantesque de cette nouvelle expérience d'habitat proviennent ensemble de son caractère de masse, qui est impliqué à la fois par sa destination et par les conditions modernes de construction. La décision autoritaire qui aménage abstraitement le territoire en territoire de l'abstraction est évidemment au centre de ces conditions modernes de construction. Le seuil franchi dans la croissance du pouvoir matériel de la société et le retard de la domination consciente de ce pouvoir sont étalés dans l'urbanisme.
monde crépusculaire est aussi la force qui peut soumettre l'espace au temps vécu. La révolution prolétarienne est cette critique de la géographie humaine, à travers laquelle les individus et les communautés ont à construire les sites et les événements, correspondant à l'appropriation, non plus seulement de leur travail, mais de leur histoire totale. Dans cet espace mouvant du jeu et des variations librement choisies des règles du jeu, l'autonomie du lieu peut se retrouver, sans réintroduire un attachement exclusif au sol, et par là ramener la réalité du voyage, et de la vie comprise comme un voyage ayant en lui-même tout son sens. Voilà. Alors je ne sais pas si Joe Dante ou Gaby Smith ont lu Guy Debord, mais peu importe, parce qu'il y a une consonance parfois. En tout cas, dans la partie 7 du livre, La société du spectacle, il nous parle de la banalisation et de la reproduction des lieux. Il y a ce concept de duplitecture, vous savez, où on reproduit une tour Eiffel, enfin des monuments célèbres ailleurs dans le monde. Donc cette duplication totale, donc des malls également. Or, il parle dans l'aménagement du territoire à cette époque de la constitution d'un espace sans surprise où la carte serait tout et le territoire rien. Donc le mall lui-même est l'espace reproductible du capitalisme. Un ensemble de franchises, toujours les mêmes boutiques, toujours les mêmes... un ensemble de franchises qui ont ici même remplacé les halles. Il y a un texte de Debord sur le trou des halles et sur les halles elles-mêmes, ce qu'elles sont devenues. On pense aussi à tous les centres-villes et ces rues piétonnes avec toujours les mêmes magasins et toujours les mêmes franchises. Donc pour reproduire infiniment et pour qu'on se sente toujours peut-être chez nous. Donc le mall est bien un centre commercial, un lieu où toutes les marchandises et tous les loisirs sont concentrés. C'est l'abolition de la distance géographique décrite par Debord. On ne se déplace plus, tout vient à nous. La critique de l'urbanisme fonctionnaliste chez lui et chez les situationnistes, donc le mouvement auquel il appartenait, enfin bon, ça serait plus compliqué, mais voilà, disons-le comme ça. Donc la critique de l'urbanisme fonctionnaliste auquel il faut lui trouver une alternative et recartographier les villes en se réappropriant, dit-il, tout cet espace par notre imaginaire. Il y a une manière de le faire, ce qu'il appelle la dérive. La dérive, c'est un peu comme zoné, c'est un peu glandé. Et là, parler de la dérive, c'est parler des Mallrats. L'objectif de la dérive, justement, de marcher dans la ville, donc ça se déroule à pied, et c'est de localiser des ambiances, de les évaluer, de les expliquer. Et c'est le concept qu'il a inventé de psychogéographie. Il est psychogéographe, et donc il y a une psychogéographie, l'une des premières, sur les halles. Donc, et à partir de ces observations, de ces ambiances récoltées sur le terrain, les psychogéographes reportent et localisent ces aires d'ambiance sur des cartes. Et donc recartographier littéralement par collage, voilà, des manières où on se sent bien, où on voit des choses, où bref. Donc la pratique de la dérive, c'est donc proche de celle des Mallrats qui zonent. Et face à la culture de masse et au culte de la marchandise, il faut faire renaître le désir dans les lieux, les faire jouer, introduire le jeu, les faire jouer comme on fait jouer, comme une table peut jouer, un morceau de bois peut jouer, ou introduire le jeu littéralement. Et c'est vraiment ce que viennent de faire les Mallrats. Réinventer la tour de Babel, qui est citée ici, la tour de Bruegel, qui a eu plusieurs versions. Et même le mythe de Babylone et de cette tour de Babel, est-ce que c'est une confiance dans le futur de l'homme ou une défiance vis-à-vis de ce futur? Un critique professeur américain, Tom McDonough, a parlé de Debord et d'architecture et de cette tour de Babel. Et je vous cite simplement ce qu'il en dit. Il interprète la peinture, que vous voyez maintenant, il interprète la peinture comme une représentation utopique de l'effort triomphant de l'humanité, unie dans un élan constructif et de la fin de toutes les séparations et aliénations. Babylone étant la grande ville cosmopolite qui unissait l'humanité dans la communauté d'une langue. En choisissant la tour de Bruegel comme représentation de la fabrique d'un lieu post-révolutionnaire, Debord réinvente une genèse de la ville. Donc, remplacer le cours des choses par le cours des gens. Et bien évidemment, la tour, on aurait pu faire des comparaisons avec la Clem Tower et cette tour de Babel. Et pour finir, juste sur ce développement par rapport à la pensée urbanistique, d'ailleurs sur Debord, il y a un petit livre de Laurent Julier, professeur de cinéma aussi, qui vient de sortir et qui est très intéressant et qui parle de tout ça. Il y a des inédits, donc c'est une bonne introduction si vous ne connaissez pas Debord à sa pensée. Voilà. Laurent Julier, Debord, chez les Pérégrines comme éditeur. Et donc un autre livre un peu plus gros,
que j'ai découvert à l'occasion de ce cours, c'est Philosophie de l'architecture par le philosophe et professeur allemand contemporain, hein, Ludger Schwarte, Philosophie de l'architecture qui date de 2009 et pour la traduction 2019, où il nous parle de l'architecture pas simplement comme liée à un édifice, liée à la construction, liée à l'espace physique, mais comme un climat créé par toutes les interactions intellectuelles, sociales, langagières, sensorielles d'un lieu. Et on ne peut pas réduire l'architecture aux espaces construits. C'est, dit-il, plutôt l'architecture une configuration de choses qui rend des événements possibles. Par exemple, c'est toute une pensée de l'espace public, et il commence par les places publiques qui ont permis la révolution, qui ont permis des rassemblements. Ces places publiques n'existaient pas, et la création de ces places rend quelque chose possible, rend un rassemblement possible et rend une révolution française, en l'occurrence, possible. Le livre a été écrit avant les ronds-points, des Gilets jaunes, mais on pourrait avoir cette même analyse, quelque chose qui est rendu possible par un espace qu'on détourne. Ainsi, Joe Dante et Kevin Smith reconfigurent l'architecture imposée par la société et par le capitalisme, appelons-le comme ça. Chez Smith, occuper l'espace public et le transformer en espace privé, on est chez nous, dans cet espace, on est en espace intime, c'est la grande action subversive de son film, qui est une action subversive qui ne dit pas son nom, qui ne s'affiche pas comme ça. C'est se réapproprier l'espace public. Un mall n'est pas un espace public, à la base, c'est un espace de passage, c'est un espace de boutique privée, mais on le retransforme en espace public et c'est un geste politique. C'est ça le mall, non pas l'utopie du mall, mais sa psychogéographie révolutionnaire, si on veut citer de More. Et il y va du sort de la démocratie, en tout cas c'est ce que nous apprend ce livre. Donc, dans ce cadre s'expriment ainsi deux philosophies, chez Dante et chez Smith, on va dire dans un terme un peu barbare, l'individuation extrême, c'est-à-dire comment on devient un individu, on nous traite consommateurs, on est tous les mêmes, etc. Une espèce de masse informe de consommateurs dans un mall. Or, dans Gremlins 2, il y a une individuation extrême des choses, des things. Chaque gremlin a une personnalité et une spécificité. Alors, je ne peux pas tous vous les montrer, mais il y en a un, il y a le Gremlins électrique, il y a le Gremlins, le Bat Gremlins, qui devient un ghoul sur une architecture ancienne, une cathédrale, etc. Le Brain Batman, le Brain Gremlin, etc., une araignée aussi. Et Dante déclare Rick Baker, donc pour les effets spéciaux, a été engagé pour dessiner les nouveaux Gremlins. Il n'avait aucune envie de refaire ce que Chris Wallace avait fait, et nous lui avons dit que nous étions preneurs de toutes ces idées pour les Gremlins. C'est ainsi qu'il a imaginé toutes ces espèces bizarres. Donc les hommes n'ont plus de personnalité, mais les choses en ont, et c'est sa manière de se révolter. Et de l'autre côté, chez Smith, c'est l'éloge de la dérive, l'éloge de la non-consommation pour rendre un espace privé public. Je conclus avec cette dernière chapitre et dernier extrait. La critique de ces espaces doit également porter sur l'un des agents du spectacle, à savoir le cinéma et le film comme pur produit. Il y a une gêne des deux cinéastes dans ces films qui, consciemment ou non, vont tout faire, je le disais, pour saboter leur projet, comme des kamikazes ou des sales gosses qui cassent leurs jouets. C'était, je rappelle, 2 échecs commerciaux, ces films. Échecs commerciaux qui sont comme des installations, quasiment, qui sont quasiment le projet du film, si on peut dire. Ainsi, la question du spectateur, à tous les sens, spectateur du spectacle debordien. La question du spectateur se pose, quelle place nous donne-t-on? Quelle place a-t-on? Est-ce qu'on est encore un consommateur devant ces films? Quelle place nous réserve-t-on? Les deux cinéastes nous libèrent de notre statut de simple consommateur pour aiguiser notre conscience d'être devant un film qui nous ouvre une distance, qui nous autorise un voyage dans le temps. Donc il y a plusieurs stratégies pour ça. La première des choses, c'est de monter tout un système de référence, de clins d'œil, de cinéma, de littérature, de pop culture, de jeux vidéo, etc., qui crée un climat familier, pas forcément exclusif pour ceux qui ne les reconnaissent pas, qui crée un climat familier, une manière interactive de solliciter le spectateur, de solliciter son esprit. Et les génériques des deux films se répondent et sont en cela éloquents. Chacun le détourne vers un autre horizon. Le cartoon pour Joe Dante, Chuck Jones, donc l'une de ses idoles, a réalisé ce générique. Bon, voilà, je ne le décris pas, mais il y a tout un gag autour avec Daffy Duck qui veut remplacer Bugs Bunny pour le logo. Et ensuite arrive le titre Gremlins 2. Donc le cartoon chez Joe Dante, et le film va lui-même être un grand cartoon, et le comics
pour Kevin Smith, vous avez simplement le générique de Mallrats, c'est simplement les deux personnages, Jay et Silent Bob, en héros, quasiment en super-héros, dans le Bluntman Chronique. Voilà, et tous les personnages sont présentés à travers des fausses couvertures de comics. On retrouvera ça dans les films futurs, puisque dans Chasing Amy, Méprise multiple, on aura donc Ben Affleck et le personnage de Brody, Jason Lee, qu'on retrouve, qui sont auteurs de BD, de 7 BD qui mettent en scène Jay et Silent Bob. Et dans Jay et Silent Bob contre-attaque, ils iront à Hollywood pour s'opposer à l'adaptation de cette BD en film. Et c'est à cette occasion qu'on trouvera Ben Affleck et Matt Damon avec Gus Van Sant en train de tourner Will Hunting 2. Bon, bref, il faut voir le film pour voir à quel point il y a du méta dans tout ça. Donc, les génériques, et donc, je vous disais, donc Méprise multiple, en français, Chasing Amy, on retrouve dans une convention, dans un festival de BD, les personnages, et vous voyez à droite, donc là, Jason Lee, l'acteur de Mallrats, auteur de BD, scénariste, et à droite, le personnage du gardien, je ne trouve pas le mot, mais c'est pas grave, vous l'aurez vu, à droite, qui fait partie de la BD et qu'on a vu dans l'extrait tout à l'heure. Donc il y a toute cette circulation chez Kevin Smith, et donc voilà. De même, on peut faire entrer les deux cinéastes font entrer dans leurs propres films, alors dans ces films-là et dans tous les autres, leurs propres films, leurs anciens films. Et c'est assez drôle de... je crois qu'il y a... bon, on va regarder, alors je ne sais pas ce qui va démarrer là. Ah ouais, attendez. Donc il y a un petit... bon, c'est pas grave, je ne sais pas ce que vous avez vu avant, etc., tout ça, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu les images, il y a dans la VHS de Gremlins, c'était là ou pas? Non, j'ai pas vu si j'avais les images. Non, pas du tout. Bon, j'ai dû faire une aversion, etc. Donc bref, on fait entrer les films, c'est-à-dire que la VHS de Gremlins se trouve dans Gremlins 2, et il y a une casquette de Clerks dans Mallrats. Bon, c'est des petites images, je vous les montrerai après. Donc... Le détournement, vous allez le voir tout de suite dans cet extrait qui est le dernier, est la grande question du cinéma de Joe Dante. C'est la grande question qui se place dans la lignée donc, de Chuck Jones, donc du cartoon, qui nous fait littéralement toujours prendre conscience que l'on est devant un film et qu'on joue avec le fait que ce soit un film. Donc le labo que l'on voit dans Gremlins 2, c'est le cinéma de Joe Dante au sein d'Hollywood, son imaginaire qui déborde dans un lieu standardisé, qui déborde de plein de choses. Bon, je passe plus rapidement là-dessus pour vous montrer cet extrait assez étonnant. En tout cas, quand on le découvrait à l'époque, c'était assez étonnant, et je vous le montre tout de suite. Donc Gremlins 2. Et vous allez voir apparaître Christopher Lee, donc corps que l'on cite pour la cinéphilie déviante de Joe Dante. Ah ben non, voilà, j'ai tout fait à l'envers. Voilà, vous ne voyez pas cet extrait. Donc il faut que je manipule mieux cette chose et que je relance l'extrait. The break-in. Sir, what happened? What happened? They fought back. That's what happened. Things. Stuff. I swear to God, young man, I will never hurt anything ever again. There's some things that man is not meant to splice. He is a problem, Ten. Sir, please try and calm down. We don't intend to renew your lease. Just tell us where you saw the things. Don't patronize me, young man. They're real. I saw them. I know. I've seen them too, but where? In my laboratory. In Spruce of Life. Stupid name, I know, but... It wasn't my own. We just show these movies, madam. We don't make them. I quit. I quit. Call the union, call the National Guard. Those things have taken over the projector. They refuse to show the rest of the film. All they want to see is Snow White, the Seven Dwarfs. Enough! I'll take care of this.
We have gremlins in the projection booth. Could you help us? Gremlins? In this theater? Now? Okay, you guys, listen up. People paid good money to see this movie. When they go out to a theater, they want cold sodas, hot popcorn, and no monsters in the projection booth. Do I have to come up there myself? Do you think the Grimsters can stand up to the Hulkster? Well, if I were you, I'd run the rest of Gremlins too, right now. Sorry, folks. It won't happen again. Bon voilà, donc je n'ai pas le temps malheureusement d'analyser toute cette séquence, mais Hulk Hogan, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une figure évidemment du catch des années 80 et un peu 90. Voilà, bon, j'accélère simplement sur cette idée de détournement, etc. Tout ça au moment où le livre s'interrompt, mais je vous passe d'ailleurs juste cette petite truc que je vous ai promis tout à l'heure. Voilà, vous voyez simplement à gauche un critique de l'époque, enfin qui est toujours critique, Leonard Maltin, qui apparaît dans le film dans une émission qui présente la VHS de Gremlin et qui va se faire, évidemment, il dit du mal du film et il va se faire simplement tuer par d'autres Gremlins qui surgissent. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais la casquette de Clerks qui intervient simplement ici. Voilà, donc cette manière d'arrêter le film, évidemment, et quand on était jeune, adolescent, et qu'on voyait le film pour la première fois, et qu'on se retournait pour savoir si vraiment les Gremlins étaient dans la cabine de projection, c'était assez fantastique de nous mettre dans cette position-là. Et il avait même poussé le vice, si j'ose dire, à la sortie de la VHS de Gremlins 2, de changer ce moment où c'était simplement des parasites de neige, de télévision, vous savez, et voilà, il y avait une autre, il avait adapté ça, là. Ça n'a pas été adapté au DVD ou au fichier, voilà. Mais bref, donc, et c'est évidemment, là, ils veulent voir Blanche-Neige, c'est une référence évidemment à au premier Gremlins, où on voyait déjà que les spectateurs crevaient littéralement l'écran. Donc vous savez, toute cette séquence dans le cinéma, ils veulent voir Blanche-Neige. Pour la petite histoire, Blanche-Neige est le premier film vu par Joe Dante. Et donc, on avait simplement, je vous passe cette petite séquence très rapidement, voilà, littéralement l'écran qui était crevé, parce que donc il se passe un truc, les deux personnages principaux veulent faire quelque chose derrière, le film s'arrête encore, et on les voit en nombre chinoise, et les Gremlins se précipitent jusqu'à crever littéralement l'écran. Voilà, donc Gremlins 2 va plus loin, il nous met explicitement à la place des Gremlins. Nous sommes les choses au lieu des gens. Il nous met, nous spectateurs, à la place des Gremlins. Et cette séquence que l'on vient de voir, qui est assez folle dans un film un peu mainstream, revient aux origines du cinéma de Joe Dante avec The Movie Orgy, qui était un film fait au même moment d'ailleurs, où Debord faisait lui-même sa société du spectacle, le livre. Movie Orgy est devenu son film le plus mythique, c'est son premier. Il était dans l'esprit de l'époque du détournement donc à la Debord, inspiré de l'essai de Susan Sontag, qui est cité tout à l'heure par Brain Gremlins, donc Notes on Camp, le camp étant l'expression d'une sensibilité qui sort du cadre, qui est un mélange d'excentricité et d'ironie qui correspond parfaitement à l'époque et au cinéma de Joe Dante. Donc le film The Movie Orgy, dans sa forme primitive, et qu'on peut revoir là, avec les nudistes, etc., est conçu au début de l'année 66, dans l'esprit camp. Donc Joe Dante et son compatriote John Davison et quelques autres décident de projeter alternativement des morceaux de films disparates. Donc de films déjà existants, des extraits de serials, de séries B, de vieilles émissions de télévision, de cartoons, de films industriels, de publicité. Ils le montent en direct, comme un happening, qui remporte un tel succès qu'il est repris sur le campus de Philadelphie. Le contenu du film évolue au fil des projections, donc c'est très évolutif, en fonction des copies et des extraits que Dante peut se procurer, et au gré de l'actualité qu'il commente de manière sarcastique. Donc là, on revient à cet état d'esprit-là pour tout arrêter, et le spectacle est alors modifié grâce à deux projecteurs, et l'un que manipule Dante et l'autre dont s'occupe John Davison. Après quelques années, les deux vont faire un montage d'une compilation d'une durée de 7 heures. On a pu voir circuler, moi j'ai pu projeter dans une autre vie, The Movie Orgy en présence de Joe Dante. Il y a tel problème de droit que le film ne peut pas sortir. Il y a une version de 4h30 qui existe aujourd'hui et qui difficilement... enfin peut-être qu'on peut se le procurer maintenant. Voilà. Donc ça, c'est la version, pour aller vite, de Joe Dante, de nous rappeler qu'on est un spectateur et de jouer infiniment avec ça. Et c'est tout son cinéma est comme ça. Et pour finir, Mallrats lui crée
autre chose. Kevin Smith, c'est tout à fait autre chose. Il va créer un monde parallèle, plus vaste, qui force le spectateur à tout reconnecter. Tous les films, en tout cas la majeure partie des films de Kevin Smith, créent cette forme de familiarité et de connivence. C'est être les glandeurs dans le mall Marvel, si vous voulez. Il crée son propre multivers avec les mêmes principes narratifs et commerciaux que ce que l'on voit aujourd'hui et qui vient des comics. Tous les films se répondent par des personnages, par des situations, des lignes de dialogue qui rappellent une situation qui est arrivée là. Alors si on n'a pas vu les films, c'est pas grave, ça passe, mais si on les revoit tous ensemble, on est dans ce monde qu'il appelle le View Askew Universe, pardon. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Et juste pour rendre hommage et finir avec eux, on a vu Jay et Silent Bob tout à l'heure. Et donc la meilleure manière pour Smith de répondre et de faire un film mall, c'est d'avoir une vision du mall et de transformer son œuvre tout entière en un mall géant. Et c'est ça qui fait la grande qualité des films de Kevin Smith, il n'a pas fait de chef-d'œuvre, mais cet univers de fiction est comme un mall dans lequel on revient et on retrouve des amis, on leur parle, on observe les choses, etc. Et c'est ce qu'il y a peut-être de plus beau dans ce qu'il a pu faire. Donc un petit hommage quand même à travers les années à Jay et Silent Bob, Jason Mewes, je ne sais pas si on le dit comme ça, et donc Kevin Smith en Silent Bob, qui sont amis dans la vie. Ça a son importance. Donc ici, dans Clerks en 1994, dans Mallrats, donc en 1995. On les voit en 1987, Chasing Amy, donc on vieillit avec eux, Dogma, 1999, le grand film d'auteur, on va dire, très intéressant à revoir aujourd'hui, Dogma, un film sur Dieu et l'Église catholique, de Kevin Smith. On les voit également dans Jay and Silent Bob Strike Back, hommage à Star Wars, donc Contre-attaque, là où ils vont à Hollywood empêcher l'adaptation de cette BD que l'on connaît. On les voit même dans les années 70, le fameux Quick Stop, donc voilà, ils sont déjà là et ils seront toujours là. Voilà, enfin, donc... en 2006, dans Clerks 2, très très beau film, l'un des plus beaux de Kevin Smith, toujours au même endroit, devant le Quick Stop, etc. Il y a même eu une adaptation en cartoon, donc Jay and Silent Bob Super Groovy Cartoon Movie, donc avec le Quick Stop toujours. En 2019, Jay and Silent Bob Reboot, donc contre-attaque encore en français, je crois. On voit là le physique de Kevin Smith après une crise cardiaque, je crois qu'il a pu avoir, donc ce qui explique en partie son physique ici. Et on va avoir en 2022 Clerks 3. Voilà, donc ces personnages vivent toujours dans le moule de l'œuvre de Kevin Smith. Et pour conclure, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir avec Smith, les gens au lieu des choses, les gens avec les choses, et c'est la meilleure des conclusions que cet éloge de l'amitié comme contrebande de la subversion. Et on peut se terminer avec The End, donc le Ask Universe, voilà, Alanis Morissette qui incarne Dieu dans Dogma. Je ne vous en dis pas plus. Merci à vous, et si vous avez des questions, il nous reste un tout petit peu de temps pour y répondre. Non, il ne nous reste pas de temps pour y répondre, mais vous pouvez les poser si vous le souhaitez. Merci beaucoup.